Peut-être avait-il fait trop chaud. La journée de soleil interminable, une chaleur insoutenable, des cris d'enfants joyeux, des bruits d'eau jaillissant des tuyaux d'arrosage, quelques bagarres de chats, des discussions entre voisins, l'odeur du barbecue et des voix d'hommes qui enflent à mesure que l'heure avance, cette chaleur qui colle à la peau. Les stores inaptes à contenir les rayons qui s'immiscent partout où ils trouvent une faille. Et ces exclamations de joie, ce bonheur insensé et sans fondement. Que sont quelques degrés de plus et des gouttes de pluie en moins? Et eux qui rient et ceux qui boivent et ceux qui parlent fort, ces hurlements d'enfants aux aigus incontrôlables. Alors au milieu de ce brouhaha insupportable, cette euphorie manifeste, sans légitimité autre que le bon vouloir d'une météo trop clémente pour la saison, cet élan social motivé par la complaisance d'un ciel sans nuages, cette annihilation saisonnière des mémoires collectives, ce monceau de bêtises humaines, de viles créatures aux chemises à manches courtes, aux pieds moites et aux aisselles coulantes, aux haleines de bière et aux cheveux gras. Alors, devant cette inutilité civile, témoignage de l'imbécilité d'une ère déjà déchue, aveu d'une impossible révolte pourtant salvatrice, Salvatore s'était levé de son fauteuil, qu'il n'avait plus quitté depuis qu'elle l'avait quitté, avait éteint le poste de télévision, remonté son pantalon devenu trop large, serré la ceinture au cran insuffisant, déposé la vaisselle sale dans l'évier débordant de la cuisine aux odeurs de graisse et de tabac froid, parcouru les 3 mètres qui le séparaient de sa chambre à coucher, à l'oreiller unique taché de vomi et de traces de brûlure, repoussé du pied les affaires jonchant le sol, forcé l'ouverture de son placard vierge de vêtements propres, empoigné son face 90, vérifié le chargeur, ouvert à peine le battant usé de la fenêtre, peut-être même avait-il juré, mais il s'en souvient pas, et visé la place de jeu, emplie de fourmis multicolores et boudillonnantes. Les journaux l'ont surnommé le forcené de la place de jeu. D'aucuns lui souhaitaient la mort en des termes peu amènes. S'il savait, se dit Salvatore, que la mort apparaît à celui qui l'espère comme la plus belle des fiancées, sans doute serait-il moins enthousiaste à exprimer les vœux qu'il formulait lui-même pieusement depuis des mois. Donc vous voyez, le premier coup de poing, vous le prenez, hein, et puis un chapitre sur 2, ce sera Salvatore. Le lien entre Salvatore et Margot, vous allez le découvrir tout au long du roman. Margot, comment dire, c'est l'autre pendant du désespoir de Salvatore. Salvatore, il est au bout de sa vie, de ses soucis, de ses ennuis, et il craque. Il va même réclamer à la prison et aux prêtres régulièrement la peine de mort. Il le dit. Je vous lis quand même, hein, même si ça passe d'un coup à l'autre, hein, vous arrivez à suivre quand même. Hein. Bon, je vous le dis tout à l'heure. Et Margot, elle, c'est la force qui va se battre. C'est la femme qui va se battre. Elle a autant d'ennuis. Mais elle ne va pas prendre un fusil. Comment elle va se battre? Elle va se battre, et c'est la grande morale de cette histoire. C'est qu'on se bat avec la parole, on se bat avec les livres, on se bat avec la culture, on se bat avec le soutien, on se bat avec le compagnonnage, on se bat. Vu qu'elle n'a pas d'endroit où vivre, elle a décidé de louer un mobil-home dans un camping. D'ailleurs, l'autrice, qui avait passé quelques étés en camping-car dans un camping, a loué pour écrire ce livre, un mobil-home dans un camping. Elle est allée se replonger. Alors, c'est pas le gag du film Camping, vous voyez. Il y a de ça, il y a cette empathie. Et Margot, qui va très vite trouver un boulot à l'épicerie du camping, va se mettre à faire des fiches dans les livres. Margot va être soutenue, Margot va donner un sens à sa vie, alors que nous découvrirons qu'elle en a autant de galères
que Salvatore a eue. Et heureusement que tout le monde ne sort pas une arme. Et heureusement que tout le monde ne tue pas des innocents. Alors, quand je vous disais tout à l'heure que ça nous donne envie de partir et de se mettre à lutter, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est sans raison ou pas? Je vais continuer de vous lire des petits extraits pour que vous découvriez la plume de Marie-Christine Horn. C'est toi les billets dans les livres? Je vous demande pardon? C'est toi qui laisses des avis dans les livres de la boîte? Je te vois souvent le nez fourré dedans. Oui. Ouais, ils aiment ça, hein, les habitués. 3 cette semaine qui m'en ont parlé. Pareil qu'ils préfèrent emprunter les bouquins et qu'on dénote à l'intérieur. Elles sont pas toujours en faveur de l'auteur. Bah, c'est celles qu'ils préfèrent, ça les amuse, tu devrais en faire plus. Le choix n'est pas multiple, ça manque de nouveautés. T'en ferais plus s'il y avait davantage de livres? Sûrement. Parce que justement, on commence à recevoir des arrivages à la réception à cause des machins, là, Facebook et tout le tintouin. On parle de tes notes sur les pages dédiées au camping de Suisse. Je suis pas sur ces réseaux. Bah, peu importe. Je te mets les livres dans la boîte cet après-midi, au plus tard, et si tu veux y jeter un œil avant, te gêne pas. Alors, celui qui parlait, c'était Michel, le directeur du camping, et qui va donner ce petit boulot à... Salvatore appartenait à la catégorie des rares détenus qui acceptaient de renoncer à la rédemption. Il avait manifesté plusieurs fois son désir d'être puni pour ses actes en deçà des frontières de la vie terrestre. Il avait confié à son agent de probation que les lois suisses étaient mal rédigées en comparaison de celles des États-Unis, qu'il aurait dû être jugé au cas par cas, puni pour chaque vie qu'il avait ôtée. Il plaidait pour l'accumulation des peines et criait au rétablissement de la peine de mort au moins une fois, ne serait-ce que pour son propre cas. Il acceptait les visites du curé, cependant refusait de croire que lui aussi avait droit à la miséricorde de son Dieu, dont la main n'avait pas arrêté son geste, permettant que sa fureur, ses angoisses, son mal-être le submergent au point de couler, hors de ses pores, de ses yeux, de sa bouche, de ses oreilles, de son urètre et de son trou de balle, toute cette immondice gluante débordant de ses orifices, afin de noyer de pauvres âmes innocentes et de les empêcher de respirer. « La mort !» hurlait-il au départ du religieux. « La mort, curé! L'enfer! Les flammes! Et tout le Bataclan! C'est tout ce qu'un pauvre type comme moi mérite depuis qu'il est né. Mon père, il le savait, c'est pour ça qu'il s'est barré avant de me connaître. C'est pour ça que je vous appelle curé, parce que vous le savez que je suis un mauvais. Et pourtant, vous revenez. » Elle était affolée derrière. Puis puisque je vous ai parlé de Marguerite, qui est donc une dame qui est au camping, je ne peux pas vous en dire plus. Elle est au camping, elle est dans un autre mobil-home, et on l'appelle la duchesse. Voilà pourquoi. Et, eh bien, la duchesse, elle aime raconter à qui elle veut. C'est une dame assez âgée, hein, Marguerite. Hein? Elle a quoi? 70 ans. Peut-être même un peu plus, mais elle ne dit pas son âge parce qu'elle est coquette. Par contre, je tiens à vous dire que comme elle a eu beaucoup d'histoires d'amour, c'est pour ça que je veux vous raconter un peu ces extraits. Et puis après, comprenne qui pourra. Hein. C'est une énigme. Les émois du corps. Voilà en grande partie ce qui avait conduit la duchesse à s'installer au camping. La vieille dame, si fière et si coquette, qu'on l'avait affublée d'un titre illégitime, en discutait volontiers en jouant aux cartes. Elle avait connu 5 grands amours, succombant au charme incendiaire de ces messieurs. Le premier respirait les ennuis autant qu'il était imprévisible. Elle était jeune et fougueuse, le danger ne l'effrayait pas, et son regard bleu acier l'avait foudroyée sur pied. Quand ce furent ses bras qui se couvrirent de bleu à chaque fois qu'elle le surprenait à la tromper, elle décida de le fuir plutôt que de le quitter. Le second était aussi gentil qu'un enfant de 3 ans. Ne travaillait qu'occasionnellement, préférant au labeur les siestes interminables. Elle subvenait à leurs besoins en cumulant 2 emplois, un travail de secrétariat en journée, une quinzaine de veilles par mois au sein d'un établissement médico-social. S'ils s'étaient finalement séparés, l'un espérant des enfants, l'autre préférant le rester. Il s'était, hein, et pas s'il s'était.
Il était décédé peu de temps après, incapable de subvenir seul à ses besoins, tel un oisillon abandonné par sa mère qui se serait laissé mourir de faim. Elle avait mieux choisi le troisième, superbe italien avec des immenses qualités de posséder un emploi, un caractère sociable et une envie de rejeton. Elle l'avait épousé avant de lui en donner un, trop chronophage au goût de l'époux, plus à l'aise en meneur de festivités que dans le rôle de père de famille. Un soir, à son retour au foyer, elle s'était heurtée aux armoires vides, vidées de ses habits, et à son compte épargne, de ses économies. Le quatrième possédait un bon emploi, des enfants à lui, à temps partiel, respirait la bonhomie et l'absence d'amis proches. Il en avait si peu qu'elle était son unique interlocuteur, essuyant chaque soir ses éternels discours sur ses journées professionnelles, et souffrait devant son manque d'entrain à modifier ses habitudes qui consistaient la plupart du temps à végéter jusqu'au moment du coucher, tandis qu'elle s'épuisait entre son propre emploi d'ouvrière, son rôle de mère, les tâches ménagères et ses bavardages. Quant au cinquième essai, à la première tromperie, elle décida qu'il était inutile de réitérer et préféra la vie de célibataire à celle d'une éternelle victime de son besoin d'amour systématiquement déçu. Marguerite pourtant conservait sa bonne humeur, l'œil brillant et l'envie de plaire. Elle plaisantait volontiers, et si on n'y prêtait pas garde à cette petite ride au coin des lèvres qui se creusait en rictus lorsqu'elle évoquait ses amours passés, on aurait pu croire qu'elle avait traversé ses échecs amoureux comme on flotte au-dessus d'un nuage. « Ah, ma chère, me disait-elle, les hommes, avait-elle murmuré un soir avec sa bouche flétrie, peignée de rouge à lèvres, ne m'ont jamais aimé que pour ce que j'avais à leur donner. Alors j'ai décidé de ne plus rien avoir à moi, et me voici dans mon palais de 9 mètres carrés. » Et puis, je vais vous lire un dernier passage. Zut, je suis en train de dépasser l'heure. Oui. Parce qu'il y a un débat après. Ben oui. Ouais, mais je peux pas ne pas vous lire ce passage. C'est comme ça. Il me restera un livre à vous présenter, ou pas. Parce que le Bettinman n'est pas là, mais je peux vous en donner 2 mots tout à l'heure. Je vous lis quand même ce dernier passage, parce que c'est ce qui m'a fait... c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui a fait que j'ai été terriblement ému. Tu savais qu'elle avait un fils? Non, elle m'en a vaguement parlé un jour. Je lui ai pas posé de questions, elle paraissait mal à l'aise. C'est à cause de lui qu'elle a fait un malaise? Non, Moumousse, c'est Margot qui parle. Les mères font des malaises à cause de l'amour qu'elles éprouvent pour leurs enfants. Elles sont convaincues qu'elles sont responsables de leurs maux, de leurs inaptitudes, de leurs échecs. Au moindre faux pas de leur progéniture, elles se reprochent de n'avoir pas su leur apprendre à marcher. On devrait obliger les femmes à se demander si leurs enfants sont de bons enfants, au lieu de s'accuser d'être de mauvaises mères. On devrait leur fourrer dans la tête que le rôle de parent n'incombe pas à elles seules, et que le rôle des pères ne se limite pas à donner leur nom de famille avant de mettre les voiles, parce qu'élever des enfants n'est pas qu'une source de joie, que c'est même très dur, et qu'on ne fournit pas le mode d'emploi. Parce qu'on attribue encore et toujours majoritairement la garde des enfants à la mère. Parce que les pères, une fois déliés du sacrement du mariage, oublient trop souvent qu'ils restent des pères quand ils ne sont plus des maris. Parce qu'on a l'habitude de ces hommes qui s'en vont en abandonnant leurs petits pour en refaire d'autres, mais qu'on fustige toute femme qui oserait copier ce schéma. Parce que si l'enfant dérape, c'est la mère qui trinque. C'est elle qu'on montre du doigt. On lui jette le laxisme au visage, un manque d'autorité, une incapacité à couper le cordon, un protectionnisme exagéré, qu'elle n'a pas mis assez les coups de pied au cul, baffe dans la gueule. Le père est d'accord et il en rajoute. Il dit que lui, il n'aurait jamais laissé faire les choses comme ça, aller de cette manière, qu'il aurait serré la vis, distribué des torgnoles, gardé le cap. Oh là là! La musique aurait été différente avec lui, et le garçon aurait appris à danser droit, bien sûr! Mais où était-il, celui-là, quand le téléphone sonnait systématiquement à 3 h du matin? Où était-il lorsque le gamin rentrait tous les soirs embrumé des odeurs de hashish? Où était-il quand il s'est fait consécutivement virer de tous ses jobs, pincé pour vol de voiture, délit de fuite, vente de produits illicites? Dis-moi, il était où, hein? Quand le gamin entre 2 vomis me reprochait de ne pas être et de ne pas avoir su le garder, cet homme-là, que tout était de ma faute, s'il ne m'aimait pas.
Si rien ne l'intéressait que son gamin, que les copains de son vieux primaient pour lui, et qu'il préférait sa nouvelle vie puisque son fils n'y était pas, dis-moi, il y était. Où? Alors oui, Marguerite, elle préfère pas parler de son fils.